Non, là, je parle vraiment de l'effroi. Le tremendus des anciens romains, c'est-à-dire cette espèce de sidération devant quelque chose pour lequel non seulement on n'a pas de mots, mais on n'a pas non plus de réponse émotionnelle, corporelle, etc. Donc cette sidération-là, ça, c'est très difficile à réparer. Et on voit ça dans les... Mais ça concerne peut-être 10%, c'est déjà beaucoup, de la population. Et on voit ça dans les... Là, il y a des risques. Mais même là, on peut en sortir. Du coup, les ceintures aux pantoufles, c'est pas terrible, non? Oui, je suis d'accord. Il y a d'autres choix. Voilà une petite, juste pour préciser. Oui, bien, merci. J'ai écouté Nicole Guédonnet il n'y a pas très longtemps à Pau, et c'était passionnant ce qu'elle m'a expliqué sur l'attachement et le caregiving. Et j'étais il y a quelques temps avant en Avignon où on me parlait de stress et d'empathie et de sympathie. J'ai un peu l'impression qu'on parle de choses très proches, peut-être pas exactement les mêmes, mais très proches. Et je crains qu'un certain nombre de professionnels de la petite enfance ne s'y retrouvent pas tellement. Est-ce que vous pouvez dire au moins ce que vous ressentez de ces difficultés d'attachement par rapport à ce que les neurosciences parlent en termes de stress? D'abord sur l'empathie, puisque vous avez employé le mot, c'est vrai que l'enfant va apprendre petit à petit l'empathie par un effet de miroir positif avec le parent qui prend soin de lui, vous voyez. Donc il y a cette espèce de relation permanente qui fait que petit parent deviendra grand et que la parentalité bienveillante s'apprend évidemment très tôt, même si elle peut s'apprendre après, hein, on est d'accord. Et le stress, c'est tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir quand je vous disais que j'avais entre 0 et 2 ans, c'est-à-dire qu'il y a un lien direct au niveau neurophysiologique entre la réponse qui a été donnée à l'activation de mon système d'attachement quand j'étais en situation de détresse et ma capacité à gérer le stress. Et ce stress peut ne pas être visible. Par exemple, dans l'attachement évitant, où la personne, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour donner un exemple, où la personne apprend à se couper de ses émotions difficiles parce que le bébé sait que ça va provoquer le rejet de l'adulte. Hein, tout à l'heure, ça m'a frappé quand Olivier parlait de la plainte. Il y a des parents qui ne supportent pas un bébé qui pleure. Hein. Donc petit à petit, l'enfant va apprendre à ne plus pleurer parce que ça exaspère papa, parce que ça met maman en colère, etc. Donc ça, c'est une stratégie de survie. Ce n'est pas une maladie du tout. Nicole Guédonnet insiste beaucoup là-dessus. C'est une stratégie adaptative qui fait que je vais éviter, par exemple, ma tristesse. Mais si je mesure, si je mets un thermomètre à stress chez le bébé qui a l'air serein, il ne pleure pas. Le stress est évidemment au maximum. Hein, c'est-à-dire, c'est pas du tout... Et par la suite, au niveau des adultes, on voit très bien à quel point le stress maximum, la régulation du stress est liée à la capacité, alors quand on devient grand, de se donner à soi-même le soin nécessaire pour pouvoir baisser le niveau d'activation de notre système d'attachement. Je suis claire. La question, c'est est-ce que vous êtes une bonne mère ou un bon père pour vous, suffisamment bon pour pouvoir vous donner le soin adapté quand votre niveau de détresse et de stress augmente. C'est très cérébral. Vous avez vu, enfin je ne sais pas si vous l'avez vu, dans les formations que j'ai faites au niveau des neurosciences sur la thérapie des enfants, on montre par exemple le cerveau, l'imagerie cérébrale d'un nourrisson, la taille d'un cerveau d'un petit enfant qui sort d'un orphelinat roumain en l'occurrence, puisque ça a été extrêmement étudié, qui mettons est comme ça.
attachement relativement sécure, c'est ça. Je vous assure que c'est impressionnant. Et par contre, ce qui est formidable quand on voit ces images, c'est à quel point si cet enfant, bon après il y a aussi ce qu'il est, etc., mais globalement, s'il est mis dans une famille qui lui procure un caregiving suffisamment sécurisant, son cerveau, c'est presque comme si vous le voyez grandir sous vos yeux, quoi. Voilà, la richesse interactionnelle fait qu'il va y avoir cette croissance du système et dans une mesure très certaine, on peut remédier à ça. C'est un peu parfois le problème de certaines personnes qui sont... C'est pour ça que c'est très bien que Boris Cyrulnik qui a amené la notion de résilience et insiste autant là-dessus, parce que certains attachmentistes, comme on dit, ont tendance à dire que tout est fini à un an, quoi. Et c'est pas du tout le cas et c'est important de préciser. Donc là, tu es en train de nous dire, en fin de compte, que la parentalité, être parent, ce n'est pas qu'une fonction, c'est aussi un sentiment, puisqu'on peut être son propre parent, quand tu parlais du stress, oui. et d'être son propre parent pour apaiser les peurs et... Tout à fait. C'est indispensable, et c'est biologique, hein, c'est pas théorique. D'accord. Bien. Ok. Merci Marie-Josée. Merci à vous. Donc on va clôturer notre journée par une intervention d'Olivier. Après, à 17h, là, quand on aura fini, on changera tout ça et on installera un petit pot. Donc voilà, pour ceux qui veulent rester, partager le verre de l'amitié, ce sera avec plaisir. Messieurs, dames, avec quelques instants d'attention, encore avec concentration, pour essayer de finir cette bonne journée. Et c'est sûr qu'au bout d'un moment, on a quand même les méninges qui chauffent un peu. Et puis, peut-être nos petits cœurs bleus aussi s'animent à l'intérieur. Il se passe des tas de trucs, les lumières clignotent. Je vois Jacques qui me fait quoi, ça clignote. Bon, génial. Quel bon moment. Je commence par dire merci. J'ai dit merci à chacun de vous, à vous tous ce matin d'être ici. J'ai dit merci à Alain qui a une façon à lui d'essayer d'éviter d'être là quand je le remercie. Bon, vous remarquez, il réussit 2 fois dans la journée à faire le même truc. Non mais je l'adore pour ça. Et à l'équipe d'ici qui nous a accueillis aussi. Mais là, cette fois-ci, vraiment, je veux dire merci à chacun de mes collègues, à chacun des intervenants. Alors, je commence par les plus jeunes, que ce soit Caroline, Mathieu et Maureen, qui nous font un petit peu un coup de caméra, et mine de rien, c'est du boulot aussi, c'est vraiment gentil de faire ça. Et puis, je veux dire merci donc à Annick, qui est là depuis un sacré bout de temps maintenant. Voilà, et qui a ouvert ce matin, enfin qui a poursuivi. Je veux dire merci à Christian qui lui doit plus être là, il m'a dit qu'il devait partir un petit peu plus tôt. Voilà, c'est un psychiatre original, on s'attache beaucoup à ce genre de psychiatre. Et il a toujours des interventions qui nous touchent aussi. Voilà. Je redis merci à Alain qui est toujours pas là, et à Virginie qui, elle est là. Voilà, sur ce temps d'interview, de partage, c'était vraiment très vivant, quoi, très dynamique, super. Et puis Cyril, après tu nous as comme enveloppé
et ça, tu nous as enveloppé dedans et tu as enveloppé ça aussi. C'était vraiment touchant de clarté. Voilà. Et l'après-midi, c'est tout bonnement formidable. Voilà, merci aux 4 participantes pour la simulation. Et vraiment un grand merci à Dominique et à Roselyne pour leur co-animation de ce moment-là. On voit qu'il y a de la pratique, il y en a sous la semaine, quoi. Et ça, c'est vraiment super. Et aussi pour toute la participation à l'organisation, bien sûr. Merci pour ça aussi. Merci Joël d'être venu, malgré les conditions météorologiques organiques à table. Voilà. Et d'avoir fait cette intervention. Et on était désolé d'avoir encadré le temps comme ça. On s'est fait déborder depuis ce matin. Je vais y revenir dessus. Mais merci pour tout ce que tu as amené. Et Marie-Jo, tu sais que je suis prêt à continuer. On a beaucoup travaillé ensemble en cothérapie, exactement comme Roselyne et Dominique le faisaient tout à l'heure. Voilà. Et c'est une expérience très riche dont on s'est mutuellement nourri. Et sans aucun doute que ça a développé, bien sûr, mutuellement renforcé nos liens d'attachement. Enfin, je veux dire merci à Pascal aussi d'avoir animé toute cette journée, d'avoir été le fil tendu qui nous permet de boucler ça, et pour tout le travail d'organisation aussi, où voilà, il s'agissait aussi de conduire ça depuis plusieurs mois pour arriver à cette journée. Alors ce matin, il me manquait une information. Voilà. Heureusement, des collègues compatissants ont réactualisé mon programme le temps du déjeuner. Ça fait 3 jours, enfin, ça doit faire beaucoup plus que ça en fait. Mais ce qu'il y a de sûr, dans les 3 derniers jours, je n'avais pas allumé ni le poste de télévision, j'en ai un sous la poussière dans un coin, et ni la radio. Ça ne s'était pas trouvé. Souvent j'écoute la radio quand je roule, mais là ça s'est pas fait. Donc du coup, vous imaginez, il y a une petite information que je n'avais pas. Voilà. Et vu la nature de l'information, donc les Alpes on aime bien, sauf quand ça sert de théâtre, voilà, à des catastrophes comme ça, bien sûr. Donc le crash de cet avion, et donc cette information que je n'avais pas fait que du coup je m'embarque sur un truc qui me semble une évidence. Je me dis, ça doit parler à tout le monde, c'est rassurant de savoir qu'on peut s'endormir, l'autre il s'occupe de tout. Vous voyez, je pars dans un truc comme ça, et bien sûr, c'est pas du tout ça qui se passe. Et donc là, c'est vraiment intéressant parce que, alors déjà, je tiens à dire que donc nous ne sommes pas ce genre d'avion. Voilà. Et que j'aime beaucoup cette métaphore de l'avion, ceux qui travaillent, avec qui je travaille régulièrement le savent, je prends surtout souvent cette métaphore parce que bien sûr elle est ultra parlante au niveau familial. Voilà, c'est évident quand on parle de place et de rôle, de qui fait quoi, et ben on comprend tout de suite que chaque personne est aussi importante l'une que l'autre, mais que le rôle du steward c'est peut-être pas le même que le rôle du pilote, ou pas le même que celui de l'hôtesse, ou pas le même que celui du passager. Et que si on inverse tout ça, peut-être ça marche moins bien. Et la plupart du temps, c'est comme ça. Là, en l'occurrence, il se passait autre chose au journal télévisé et dans la réalité. Mais ce que je trouve fascinant, donc on va faire un petit atterrissage, tranquille, hein, on va sortir tranquillement de notre journée, en plus on a de quoi boire un coup pour finir, donc c'est super. Mais ce qui me fascine, c'est que ce matin, il se passe juste ce truc où chacun pense que l'autre pense quelque chose. Voilà. Et à aucun moment, je pense à vérifier ce truc en disant, au fait, est-ce que ça vous va comme métaphore? Et à aucun moment, quelqu'un pense à me faire un petit signe, un écriteau, un truc, genre, Olivier, il y a un truc d'assez lourd peut-être. Voilà. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'on est chacun complètement là et en train de partager quelque chose, et néanmoins il se crée ce décalage. C'est un truc qui me fascine, ce truc-là. Comment on peut se décomprendre à ce point-là. Voilà. Et que, croyant que je vous rassure, en fait, peut-être j'envoie des messages inquiétants, involontairement. Et vous, croyant que je suis quand même gonflé
souffler, le type d'oser prendre ce truc-là. En fait, vous voyez ce que je veux dire, hein, on se marche mutuellement sur les pieds. Ça ne doit pas couler de source, la métacommunication, quand on y pense dans ce sens-là. C'est-à-dire la communication sur nos communications. Et si on se pose la question en termes d'entrée dans le langage, on peut se demander s'il n'y a pas d'autres moments où ce genre de truc-là fonctionne. Serait-il possible, par exemple, quand nous recevons une famille, que la famille arrive et qu'elle raconte un truc qui est, mettons, pour l'instant, son histoire d'avion à elle. Et moi, par exemple, ou ma collègue et moi, on est en face. Et nous vivons, nous, par exemple, notre histoire de radio. Vous voyez ? Donc, d'un côté, on parle le langage de la radio, et de l'autre côté, on parle le langage de l'avion. Et ça ne paraît pas immédiatement évident, ni automatique du tout, que la jonction puisse se faire entre ces deux langages. Il y a des fois, je me dis, j'aime bien l'idée du langage, j'adore ça. Joël en a parlé un petit peu, je crois, à un moment. L'idée issue de la psychanalyse, le tiers, et puis l'idée qu'on a beaucoup repris aussi en systémie. Il y a soi, il y a l'autre, et il y a le langage. On est toujours trois, du moins quand ça fonctionne à peu près. Mais en même temps, ces langages, si des fois nous nous ratons à ce point-là, c'est-à-dire si des fois l'évidence ne nous traverse pas, et si on ne pense pas à se le communiquer, c'est que le maniement ne doit quand même pas en être simple. Et peut-être que ce langage, il est véhiculé ou porté ou appuyé sur ce qu'on pourrait appeler des codes de communication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout à fait juste le langage, juste ce grand autre qui se baladerait comme ça au-dessus de nous, mais que ça répond, ça se repose, et ça répond d'un certain nombre de schémas relationnels, d'un certain nombre d'interactions, et au fond de tout ce qui échappe à la communication évidente. Peut-être même on pourrait commencer à se demander s'il n'y a pas des langages. Plus le temps passe, plus cette idée m'intéresse. Je me dis, il est bien possible qu'à d'autres moments ça fasse comme ce matin. Il est bien possible qu'à des moments ce soit la famille qui est son langage d'avion, et moi qui ai mon langage de radio, à moins que ce soit l'inverse, mais peu importe, c'est pas évident d'entrer. Il y a un monsieur qui a beaucoup travaillé là-dessus, ça tombe bien qu'on soit dans une salle où on fait du théâtre. Un monsieur qui a beaucoup travaillé là-dessus s'appelle Augusto Boal. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, ceux qui s'intéressent au théâtre. Ce monsieur, il est brésilien. C'est celui qui a travaillé sur c'est un modèle conceptuel qui s'appelle le théâtre de l'opprimé. Il a eu une idée étrange. Il a dit finalement, les gens ils vivent des choses, mais si ces choses, ils peuvent les mettre en scène, peut-être qu'ils vont commencer à les vivre autrement. Peut-être que dans la scène, ils vont penser à inventer des réponses qu'ils n'oseraient pas inventer dans le quotidien. Tout le monde me suit ? Il est parti avec cette idée, et il a été dans certains quartiers pauvres, Sao Paulo, je crois. Et là, quand il s'est pointé avec son carton de théâtre sous le bras et qu'il a commencé à dire aux gens, on va faire du théâtre, les gens ont dit, mais nous, on est dans la misère, c'est pas pour nous le théâtre, on comprend pas ça, c'est pas accessible. Et d'un coup, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que lui, je le redis là avec mes mots, par contre après je vais employer le sien, lui, il arrivait avec le langage du théâtre. Et dans les quartiers pauvres, ils étaient avec le langage de la misère. Et pour eux, c'était juste impossible. Le théâtre, c'était pour les gens qui avaient le temps, qui ne luttaient pas pour la survie. Voilà. Et donc, il s'est trouvé avec ce problème qu'il avait un outil formidable sous son bras, mais que les autres, ils se disaient, c'est une langue étrangère, pour nous, cet outil, ça ne peut pas le faire. Et donc, il a été obligé de trouver une solution. Et là, il a eu cette idée géniale. Il a inventé un troisième langage. Il s'est dit, il faut qu'on trouve une jonction entre le langage du théâtre que moi j'ai, le langage de la misère que les autres ils ont. Il faut qu'on trouve une jonction. Et il a proposé le langage photo. Du coup, il a été chercher un autre carton, il a sorti des appareils photo, et il a montré aux gens comment on faisait des photos. Ça, c'était rigolo. C'était moins loin pour les gens. C'était pas inaccessible comme le théâtre. Et ils se sont amusés à apprendre techniquement sur des appareils rudimentaires comment ça marche à faire des photos. Et puis, ils ont bien rigolé. Et puis là, il leur a dit, eh ben, maintenant, voilà ce que je vous propose.
chacun vous partez avec l'appareil photo et vous avez le droit de faire une photo. Et cette photo doit dire quelque chose de votre vie. Et là, les gens ont compris. Ils sont partis avec l'appareil photo. Certains enfants ont ramené une photo où, par exemple, il y a un clou sur la photo. Et quand on regarde la photo, c'est pas évident de piger qu'est-ce qui est en train de se jouer. Et donc, Augusto Boal les a fait parler. Et les enfants racontent comment, pour cirer les pompes des gens et gagner les 3 sous qui leur servent à pas crever, ils doivent avoir, vous savez, je ne sais pas le nom que ça a, mais une sorte de caisse avec une bandoulière, là, vous savez, où il y a le matos à cirage et où les gens posent leurs chaussures dessus. Et ces trucs-là, ils ne peuvent pas le trimballer toute la journée, bien sûr. Et il faut bien qu'ils se posent quelque part pour faire leur boulot. Et le clou, c'est l'emplacement qu'ils louent à des commerçants qui ont pignon sur rue, et qui leur permettent de mettre un clou dans le mur, et là, ils peuvent accrocher leur caisse, et là, ça devient leur petit bout où ils peuvent travailler. Et en fait, ce clou est pour eux un symbole d'exploitation. Et ça, ils savent le raconter. Et du coup, quand ils se sont découverts comme capables de raconter ça, ils ont commencé à piger que peut-être le langage du théâtre ne leur était pas complètement inaccessible. Je me fais bien comprendre. J'ai l'idée que dans toutes les relations d'aide, la psychothérapie n'est qu'un modèle intensif de la relation d'aide, d'une intensité particulière. Mais dans une MEX, par exemple, le quotidien est aussi un modèle intensif de la relation d'aide. C'est juste des styles qui sont différents. Mais j'ai l'idée que des processus assez proches, quand on s'investit dans le travail, peuvent se passer. Pas au même niveau, pas déclinés de la même façon, mais des processus quand même assez proches. Et que dans tous les cas, nous avons ce boulot à faire pour créer un langage commun. Je soutiendrai vraiment cette idée, que la famille et moi, quand on se rencontre, c'est pas automatique, et qu'on cherche à créer ce langage photo exactement comme Augusto Boal. Vous imaginez comment ça développe nos capacités. C'est l'inverse de l'état psychotique. Dans l'état psychotique, on pourrait dire il n'y a qu'un code. Si on imagine le code avion, le code radio et un code photo que nous créons, ça fait déjà 3 codes. On a déjà du choix, beaucoup plus de choix. Ça rappelle pour les systémiciens ce que dit von Forster de l'éthique. C'est l'élargissement des possibles. Eh bien, si déjà nous avons 3 langages au lieu d'être enfermés dans un seul, c'est beaucoup mieux. La folie est un monolangage. Toujours pour les systémiciens, à l'école de Rome, il y a un monsieur qui est bien vieux aujourd'hui qui s'appelle Carmine Sacco. Et ce monsieur explique comment la folie, c'est un système de sortie, d'un système sans sortie. Et là, effectivement, il n'y a plus qu'un langage possible, un langage qui déroute par rapport, bien sûr, aux autres langages. C'est l'inverse de l'accès à l'autonomie dont nous avons parlé plusieurs fois depuis ce matin. On peut imaginer le grand adolescent, le jeune adulte, l'adulte, qui effectivement peut assumer complètement sa propre vie parce qu'il peut se défaire, il peut être souple avec un certain nombre des modèles qu'il a connus enfant ou adolescent. Il peut garder quelque chose de ces modèles, mais il peut en rajouter d'autres au fur et à mesure où il se développe, où il en rencontre d'autres. C'est drôle comme nous pouvons être focalisés absolument sur une seule chose. Les gens, quand ils arrivent, comme tout à l'heure dans la séance, ils nous balancent quelque chose en principe qui nous scotche, que ce soit dit ou non dit. Mais même souvent, ça peut être posé. Vous connaissez ce proverbe africain qui dit que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Et effectivement, ça me fait plaisir tout à l'heure, Marie-Jo, que tu aies parlé d'alarme, peut-être, tu as dit, de signaux d'alarme. Voilà. Je vais parler de signaux d'alerte, mais c'est la même chose, au fond, je crois. Nous sommes surentraînés à capter les signaux forts. C'est sûr que l'arbre qui tombe, nous l'entendons. Parce que là, il y a du danger, peut-être, je ne sais pas, où ça nous fout les chocottes. Alors que la forêt qui pousse, il faut vraiment se mettre dans une certaine disponibilité pour l'entendre. Ça fait vraiment pas de bruit. Et je crois que quand les familles arrivent pour nous demander un coup de main, elles nous balancent comme ça une rafale de signaux forts dans un certain langage. Et que cette rafale de signaux forts, souvent, nous scotche
nous scotche parce qu'on est envahi par ça, peut-être parce qu'on ne comprend pas, mais dans tous les cas, parce que ça nous alerte. Ce sont des signaux d'alerte qui nous captent. On aura envie de se fixer juste sur le symptôme ou sur le problème. Et peut-être que tout au fond, il y a un signal faible, qu'il y a peut-être même plusieurs signaux faibles, qui sont comme ceux d'une attente profonde, d'une attente qu'on puisse se relier, d'une attente qu'on puisse finalement communiquer en profondeur, reprendre peut-être une phase de développement, un lien, une phase de développement là où elle s'est arrêtée il y a très longtemps. Et ça, je ne connais pas beaucoup de familles ou de personnes qui sont capables de dire une partie de moi s'est arrêtée à 3 ans et maintenant c'est l'heure d'aller la rechercher. Ce signal-là est très faible quand les personnes arrivent. Et si nous avons le fait que nous n'avons pas automatiquement le même langage, on ne se donne même pas l'occasion que ça puisse émerger. Alors que si on commence à se dire que peut-être on a des langages différents et que nous n'entendons pas tout et qu'il faut faire des travaux pratiques pour trouver un langage intermédiaire, un langage numéro 3, eh bien peut-être que ça commence à donner l'occasion de faire émerger certaines ressources et que le manque, la difficulté peut un petit peu plus apparaître là où elle se trouve. Il s'agit bien de reprendre alors une phase de développement. Vous voyez immédiatement ce que ça implique pour le thérapeute et là où ça va chercher. La phase de développement, ce n'est pas que le symptôme d'aujourd'hui, que ce soit un souci de parent, un symptôme d'enfant ou un symptôme d'adulte. Ce n'est plus que le souci d'aujourd'hui. Mais la phase de développement, ça vient dire qu'il y a quelque chose qui est resté en carafe il y a longtemps. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut remettre cette chose-là en route. Autrement dit, ça veut dire que c'est une attente d'enfant. Quelque chose qui ne s'est pas fait dans le développement de l'enfant. Et qu'on est sollicité, non pas juste dans une posture de bon professionnel ou d'adulte compatissant ou bienveillant, bien que tout ça ne soit pas à dénigrer, mais qu'on est aussi sollicité d'une certaine manière dans notre parentalité pour être capable de répondre et d'amener quelque chose à ce signal faible. J'espère que tout le monde suit bien encore. Quelques minutes encore de concentration. Vous voyez où je veux en venir. On en parle depuis longtemps, et même Freud a commencé à dire ça, plus que commencé, il l'a fait largement. On parle de la position qu'il peut y avoir dans le transfert. Bien entendu que ça compte. Bien entendu que dans la relation d'aide, si on a un tout petit peu compris qu'est-ce que c'est que la relation d'aide, même si on est, je dirais à la rigueur, on peut être la secrétaire d'accueil. Mais dans tous les cas, il peut bien se passer quelque chose de transférentiel. Ou l'autre va nous voir pour une partie avec l'image. C'est peut-être un peu papa, c'est peut-être un peu maman, etc., etc. Tout ça, c'est absolument OK. Je ne veux pas minimiser cette chose-là, juste c'est pas mon propos tout de suite, c'est que pour le distinguer. Ce transfert existe, mais pas seulement. Ce dont nous sommes en train de parler, c'est de refaire des apprentissages. C'est de re-rentrer dans la découverte des codes de langage et leur acquisition à l'épreuve de l'expérience. Et ça, c'est pas seulement une posture transférentielle. C'est pas juste pendant un moment quelqu'un qui pense ou qui vit sans l'identifier, que vous pouvez être comme son parent ou son grand frère ou sa grande sœur ou je ne sais pas qui d'autre. Ça, c'est quelque chose qui a à voir profondément avec le développement des êtres, la construction du soi, et même ce qu'on pourrait appeler un travail profond sur l'estime de soi. Je n'ai pas le temps de développer pour ce coup-ci. Juste, si je dois donner un mot de repère, l'estime de soi, c'est une sorte de succession. Il y a un besoin qui s'exprime, une sorte d'expérience test que l'enfant va mettre en route. Cette expérience doit se transformer, elle doit devenir une expérience positive, accompagnée. Voilà. Et au bout de ça, l'enfant va y trouver une reconnaissance, c'est-à-dire que son expérience va être validée, indépendamment du fait que ça marche ou ça ne marche pas. L'enfant va essayer quelque chose. L'enfant va essayer, par exemple, de mettre la table tout seul, ou de faire un petit truc de cuisine tout seul. Peu importe que ça marche ou pas, que la table soit bien mise ou pas. Mais ce qui l'attend, c'est évidemment comment cette expérience, elle va être accompagnée, soutenue par le parent. Alors que quand on est parent, ça va plus vite si on le fait tout seul des fois. Donc ça nous pose immédiatement des petites questions à ce niveau-là.
cette validation qu'il aura à la fin, c'est-à-dire non pas une validation juste de l'acte ou de la qualité de l'acte,